Tac. Parce que si j'enregistre pas, après je suis obligé de transférer la vidéo Facebook sur YouTube et c'est pas de la bonne qualité, c'est pixelisé. Bonsoir. Voilà. Bon, bah on va attendre encore 1 ou 2 minutes, 3 minutes. Les gens arrivent petit à petit. Et je suis très content que tu m'aies invité, ça me fait beaucoup plaisir. Je te remercie. Bah, oui, parce que c'est toujours intéressant. Et puis, toi, ça permet de te faire connaître aussi un petit peu, hein. Ce qui est pas négligeable, Oui, oui. hein. Bonsoir tout le monde. Bon, ça va arriver là. Pour l'instant, il y a une dizaine de personnes, hein. On va voir. Oula, déjà, C'est beaucoup, hein. je ne peux pas savoir. Donc bonsoir, on est avec Nicolas t'es un aquariophile, un passionné au départ. Tu fais de l'aquario récifal. Euh, donc Nicolas Doluca, italien, a monté sa boîte qui s'appelle Bioengineering Aquaculture. Et dans cette boîte, bah, il propose tous les produits nécessaires au maintien d'un aquarium dans de bonnes conditions. C'est à peu près ça, Nicolas? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Même si ce soir, comme on s'était déjà dit, je On suis va- pas. on fait pas un entretien promotionnel, hein, c'est ça, hein, ce que tu as dit, parce que Nicolas n'est pas c'est un passionné. Donc, Oui, c'est pas voilà. un bon de. J'aime pas ça. Donc, c'est pas un bon vendeur. Donc, on va quand même faire une petite présentation de sa boîte, par politesse et par intérêt. Et puis après, si vous avez des questions, si vous avez sur les cyanos, les dinoflagellés, les paramètres du bac et tout ça, ben vous pourrez poser des questions à Nicolas. Il se fera un plaisir d'y répondre. Super. Voilà. Bon, bah écoute, Nicolas, c'est quand tu veux, hein, si tu veux commencer, on y va, hein. Bon, Eric, déjà à nouveau, je te remercie de l'invitation. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. J'ai vu peu de vidéos encore, mais j'en ai vu quelques-unes et j'ai apprécié vraiment beaucoup le niveau scientifique que vous avez, que vous maintenez. C'est vraiment encomiable. C'est super. J'ai adoré. Et merci Loïc de nous avoir mis en contact. Loïc, que j'adore, je salue beaucoup. Ouais. Et aussi Boris de Récipatom, qui un peu sera notre principale référence sur la France, parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire pour être présent en physique, même sur le marché français. Donc, on Ouais. collabore avec lui. On l'aime beaucoup, on l'adore. On s'est connus il y a 3 4 ans dans un salon et ça a été coup de poudre. Ouais. Mais j'espère qu'il va pouvoir venir. Je lui ai envoyé un WhatsApp. J'espère qu'il a du réseau et qu'il va pouvoir venir, Boris, hein. Mais bon, on va voir. Ciao Boris. Et j'ai préparé une petite présentation, mais en réalité, je dois faire déjà beaucoup d'excuses. Déjà des excuses pour mon français. Je suis italien, comme vous savez, et c'est pas ma première langue, donc mon français est très vieux des années 80. Ouais. Et J'aimerais bien parler italien comme tu parles français. merci, mais attends de voir encore, parce que j'ai pas encore dit des bons vieux termes des années. Bon, et donc désolé déjà pour mon français, désolé pour la présentation, on l'a fait vraiment vite, à l'arrache. J'avais un cours RSPP aujourd'hui, la présentation, gérer les collaborateurs, c'était vraiment dur. Donc, je vous supplie de m'excuser. La prochaine, je la ferai avec 3 4 jours d'anticipation, donc je vais essayer de faire un truc bon. Aussi, je suis désolé de ne pas porter le niveau scientifique auquel vous êtes habitué, mais je pensais pour une première vidéo, un truc un peu plus tranquille. Après, si vous voudrez rentrer plus dans les détails, moi, je me fais un plaisir de parler de ces trucs-là. Et peut-être si vous voudrez bien, un jour, on fera une autre vidéo sur des arguments. Avec plaisir. Ok. Bon, je vous fais un peu la petite présentation. Nous, pour vous dire qui on est Bioengineering Aquaculture. C'est une entreprise, on est déjà présent en Italie depuis une petite dizaine d'années, même Il y a, si... excuse-moi Nicolas, il y a Alain Dudé qui nous salue.
Donc, salut Alain. Alain Guidet, c'est une autre personne que j'adore, vraiment. J'ai hâte d'aller le trouver à Montpellier, je l'adore. Et là, je te fais beaucoup de bisous et je te remercie toujours beaucoup pour... je t'adore, tu le sais. Et, et donc, on est une boîte qui est très jeune. On est en Italie, en Sicile en particulier, dans un endroit un peu difficile. On est présent sur le marché italien depuis quelques années. On est très content. On est une entreprise qui aime beaucoup collaborer avec les autres, faire des liens, porter avant ce secteur, améliorer l'aquariologie. Ça serait notre rêve, de contribuer un peu à l'amélioration des écosystèmes marins, à la réduction des dépressions anthropiques et en même temps se dédier à cette passion exceptionnelle qui a un niveau scientifique qui est très souvent sous-valué, alors que c'est un sujet, une passion, un hobby qui est vraiment à la pointe de la science. Et bon, je vous ai fait un petit truc. Bon, on est une entreprise qui s'occupe un peu de tout. On fait des aliments, phytoplancton, zooplancton, on cultive tout, nous et des bactéries, des protocoles de gestion, d'intégration, matériaux filtrants, bon, un peu tout ce qui sert à l'aquariologie classique, disons, là, en privé. Mais on travaille aussi beaucoup avec des, des- du public, donc des universités, des centres de recherche. On adore, comme je te disais, collaborer. Et on adore des projets innovatifs qui font des trucs pour la sauvegarde des écosystèmes, surtout. On est surtout dans ça avec le public, sur des trucs, la réduction de la pêche ou de l'amélioration de l'effort de pêche, la réduction de pression, du repeuplement. On fait un peu tout, on participe un peu avec beaucoup de réalités différentes et on adore ça. Ouais. J'éviterai de vous parler trop de l'entreprise, donc là je vous ai fait voir déjà deux slides, je suis après, et je voudrais vous raconter une histoire ce soir, que ce soit une live, disons, j'espère qu'elle soit le plus agréable possible pour vous à regarder. Et l'histoire est particulière, donc c'est pour ça que j'ai pensé déjà de vous raconter notre histoire, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, Ouais. qu'est-ce qu'on a fait pour arriver jusqu'ici. Bon, alors, moi, je viens de l'île de Vulcano, de l'archipel des éoliennes. C'est un paradis terrestre magnifique, avec des énormes difficultés, mais qui est vraiment un endroit super magnifique. C'est un archipel d'îles volcaniques, toutes plus ou moins en activité. Il y a des volcans qui sommeillent et qui sont inactifs. Il y en a qui sont soupis, il y en a qui sont actifs, qui pètent tous les jours comme le Stromboli, même plusieurs fois Ouais. par jour. Et, et depuis tout petit, en 97, j'ai commencé. Et j'étais gosse, moi je suis du 87, donc vers les 10 ans, j'ai commencé avec cette monomanie et qui ne m'a plus jamais lâché. Je faisais que ça, je pensais que ça. Mon premier aquarium, c'est mes parents qui me l'ont acheté à Vulcano pour m'éviter de me voir mettre des petites crevettes, des algues, des petits poissons dans des bassines et les faire mourir. Mmh. Donc, ils m'ont adressé dans cette direction. Je les remercie beaucoup parce ils m'ont secondé, ils m'ont suivi. Et j'adorais ça. Et depuis tout petit, disons, j'ai vécu un peu le déclin des écosystèmes marins de l'île de Vulcano. Quand j'étais petit, c'était vraiment incroyable. C'était une mer semi-tropicale avec une quantité de vie, de poissons, d'espèces, une biodiversité folle, incroyable, en considérant que c'est un désert au milieu de la mer. Et, et avec le passé des années, toujours moins, un déclin toujours plus fort. Et ça m'a depuis tout petit blessé. Ouais. Ça me fait beaucoup mal de ne plus pouvoir vivre cette passion aquariologie. Déjà, c'était juste une passion quand j'étais petit, même si j'étais un monomaniaque, un enfant étrange et solitaire et qui pensait que à l'aquariologie. Et ça me pesait vraiment beaucoup de voir ces écosystèmes que j'avais vus fleurissants devenir toujours plus Pauvre. Mmh. pauvre, oui. Et bon, donc, disons que ça a un peu formé
mon futur, ce que j'ai fait après. Je voulais faire quelque chose pour la mer. Je sais que c'est des utopies et des idées un peu enfantines, mais je pense que c'est ce genre de petites gouttes dans la mer qui servent. Je sais aussi qu'on a une petite goutte. Mais c'est genre, j'espère que ce soit ce genre de petites gouttes qui servent pour améliorer les choses. Donc, déjà, depuis tout petit, j'ai décidé, je veux sauver la mer dans l'ingénuité et l'utopie la plus totale. Donc, je suis parti faire mes études à Bologne. C'est la plus ancienne université du monde. Et c'est un endroit magnifique où il y a... Ça a été vraiment beau d'étudier à Bologne. J'ai commencé en faisant biologie, mais après, genre 2 ans à peine, je me suis rendu compte que c'était trop générique. Ça parlait, on faisait de la microbiologie, ça pouvait parler de la fermentation du lait, des fromages, de l'extraction minéraire, les pathogènes, plutôt que moi, je voulais un truc beaucoup plus sectoriel. Et je me suis transféré toujours sous Bologne, sous médecine vétérinaire en aquaculture et éthiopathologie. Et j'ai poursuivi là-dedans dans mon félicité, on peut dire, dans ma félicité, mes études en aquariologie, en aquaculture et éthiopathologie. Maladie des poissons. Bon. Et ça, je l'ai fait sous Cesenatico, c'est dans la mer Adriatique. Donc, toujours sous l'Université de Bologne, sur la mer Adriatique. Bon, mon parcours d'études un peu turbulent parce que, bon, j'ai jamais été le meilleur des élèves parce que j'ai toujours été un peu Il y a- cinglé. Tu as le salut de Loïc qui passe en coup de vent parce qu'il travaille ce soir, mais il regardera demain en replay. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, Loïc, ça me fait beaucoup plaisir, beaucoup plaisir. On va s'écrire sur Facebook après. Et donc, je disais, bon, je suis passé en aquaculture à Cesenatico et j'ai jamais été un très bon élève parce que j'étais toujours à la maison dans mes folies des études de nuit sur des trucs trop chelous et que n'intéressaient personne parce que quand même là c'était de l'aquaculture professionnelle pour alimentaire mais c'est un secteur vraiment qui ne m'attrait absolument pas que j'aime pas du tout, c'est un peu les poulets de la farm en super intensif. Donc, toujours avec le but de faire de l'aquariologie et du repeuplement, de la réduction des efforts anthropiques. Et donc, j'étais toujours à la maison dans mes projets fous à écrire, lire et faire des clones, reproduire des petites bestioles cheloues qui n'intéressaient personne, qui peut-être n'avaient même pas été décrites. Bon, comme Tiens, travail de fin d'études, ce il y que a, j'ai excuse-moi Nicolas, il y a aussi, je vois, Au cœur du poisson qui regarde. Je ne sais pas si tu les connais, Julie et Vincent. Oui, je les adore, ils sont trop forts. On a pris des poissons chez eux. J'ai hâte de les porter en Italie. Ouais. Mais qualité, ça a été vraiment magnifique. Des poissons comme ça, nous en Italie, ils travaillent encore beaucoup avec l'importation et on n'est pas habitué. Ça a été vraiment super. Je les salue Ouais. beaucoup. Ouais, d'ailleurs, Julie et Vincent, je vous ai envoyé un MP pour faire un petit live à l'occasion, là, pour savoir ce que vous devenez. Donc, vous regarderez vos messages. Euh, ok, Nicolas, excuse-moi. Non, de rien, je suis content. C'est tous des personnes que j'adore. Et bon, et l'idée, c'était, j'ai présenté comme travail de fin d'études ce projet pilote pour ce que j'aurais voulu faire, disons, à Vulcano, pour cet implant d'aquaculture, cette serre d'aquaculture expérimentale, avec cette technique qu'il y a 10 ans, peut-être 10 ou 15 ans, c'était vraiment un truc super innovatif. Maintenant, aujourd'hui, avec le changement des politiques écologiques, ambientales, l'amélioration de la conscience publique sur les problèmes de la mer, c'est devenu un truc beaucoup plus solide et actuel. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent comme ça avec l'IMTA. L'IMTA, c'est la Integrated Multitrophic Aquaculture, que c'est en substance ne pas se limiter à faire pousser des poissons, mais avec les réactions, les déjections des poissons, faire pousser plein d'autres espèces accessoires pour fermer un peu le cycle. Donc, on sait que le 60% de l'énergie, du 60-40% de l'énergie contenue à l'intérieur des aliments qu'on donne aux poissons venait perdue.
L'idée, c'était de la faire réélaborer, retransformer en biomasse par des organismes secondaires, appelons-les comme ça, sans vouloir dire mal de ces merveilleux organismes. Et donc, réduire les impacts sur la nature, réduire les impacts sur les fonds marins, une réduction Bon, c'est une technique vraiment très belle et qui un peu contraste notre vision actuelle de l'aquaculture ou même de l'agriculture. C'est pas du monoculture super intensif où il y a plus de poissons que d'eau, c'est une sorte de ingénierisation de l'extensif. Donc, avec un contrôle plus léger, un secondé plus les procès naturels, Mm. les métabolismes et les procès naturels pour fermer un peu le cycle et avoir un impact beaucoup plus réduit sur la nature, tout en augmentant le bien-être des animaux Ouais. qui sont élevés. C'est un Oui. peu, là, il y a Thibaut qui dit c'est un peu comme de l'aquaponie, mais en milieu marin. Absolument, absolument. On a fait même des algues, des plantes avec ça, de la salicorne. Ah, Parce que ça a été c'est vrai que les fermes d'élevage classiques, c'est un désastre pour l'environnement. absolument, C'est un absolument. désastre. Absolument. Moi, on m'a formé comme aquaculteur et on m'a appris vraiment beaucoup de choses amères et que j'ai décidé depuis le premier moment de ne jamais suivre parce que c'était vraiment nous, on nous a appris à travailler avec des produits chimiques à canon à bombe. Ouais, mon fils a plongé dans les fermes d'aquaculture de saumon au Chili, dans le cadre de ses masters, et il a essayé de leur expliquer que c'était pas la peine de balancer des tonnes de nourriture, quoi. C'est, mais ils comprenaient pas, quoi. Non, souvent c'est ça aussi. C'est un secteur qui quand même vient porté en avant par des chercheurs, des scientifiques, comme les personnes qui participent, qui regarderont la live, qui sont sur ton groupe et qui vous interposez. Mais après, il vient porté en avant par eux, mais appliqué par des agriculteurs convertis, sans vouloir dire mal, mais c'est pas forcément des personnes qui ont une vision sur le Hmm. ça suffit de faire de la farine. Et c'est pas, c'est juste que, justement, c'est un secteur qui est en plein développement dans les pays pauvres, en plein développement. Et donc, les législations ne sont pas si strictes, il n'y a pas cette attention, mais même il n'y a pas cette formation à la base qui dit, les gars, cioè, on peut faire très vite des gros dégâts et bousiller la biodiversité Ouais. de nos zones. Bon, c'est un secteur vraiment très particulier. Moi, j'ai jamais voulu y rentrer dedans parce que j'ai vu que Ok. c'était vraiment bon. Donc, l'idée, tu voulais me dire quelque chose? Non, je t'écoute, je t'écoute. Et l'idée donc était de faire ce projet-là, c'était de l'innovation, c'était en 2015, c'était de l'innovation, des trucs super technologiques. Bon, on va faire un truc où on récupère l'énergie d'un animal, on la donne à l'autre, on fait de la biomasse, après cette biomasse, on l'utilise pour nourrir le premier animal, les reproducteurs, plutôt que des algues. Après, les donne... Bon, c'était un univers de essayons, expérimentons, essayons de trouver une... Parce que c'est pas un truc d'aquariologie, ça, c'est un truc de ferme à la mer mais Ouais. quand même retransformable, repotentiable pour notre secteur. Bon, ça c'était le projet pilote. Donc j'ai destiné cette serre, cet implant qu'on aurait fait à Vulcan, machin. Je l'ai présenté au professeur, j'ai pris comment on dit, bac, c'est pas bac, mon diplôme, et je suis parti. Je suis rentré à Vulcan. Bon, ça c'était le premier pilote expérimental en 2016 et c'était 2015-2016, c'était vraiment avec les moyens du bord. Donc, on a fait ça sans aucun moyen, en recyclant des matériaux d'autres secteurs de l'agriculture plutôt que des piscines. On a vraiment travaillé avec ce qu'on avait et on a construit cet implant grâce à l'aide de ma famille, des copains, des collègues d'aquaculture qui sont venus m'aider. Et ça, je l'ai fait chez moi à la maison. Donc, j'ai transformé pratiquement toute la maison en une énorme serre d'aquaculture. Il y avait, genre, au salon, une dizaine de bacs.
dans les différentes chambres, des dizaines de bacs. Et puis des endroits où on faisait des expériences, où on cultivait des phytos, où on faisait des laboratoires de magie mystique, je ne sais pas si on dit comme ça, pour faire des aliments, pour tester les aliments. Bon, à la fin, j'ai pris la maison, je l'ai transformée en un plan d'aquaculture. La seule chose qui restait, c'était la chambre à coucher et la cuisine. Basta. Le reste, c'était de l'aquaculture, donc full immersion à l'intérieur du projet. Ça avec les moyens du bord. Donc là, je vous ai mis un peu de photos pour faire comprendre que c'était vraiment avec les moyens du bord. Donc on a tout Et, recyclé. et qu'est-ce que tu cultivais à cette époque-là? Tu faisais du corail, tu faisais du poisson? Non, pas beaucoup de corail. On a fait beaucoup de poissons, crustacés, mollusques. Au début, notre premier but qu'on a lancé tout ça, c'était de faire de la reproduction d'espèces méditerranéennes autochtones menacées de surpêche. Ah Et oui. chez nous, il y a des trucs qui sont très symboliques, et c'est le hormone qu'on a porté à la limite, la Liotis, la Melosa tuberculata, que chez nous, on a porté à la limite de la pression. Il y en a vraiment plus, c'est vraiment devenu extrêmement rare d'en trouver, parce qu'en Sicile, ils les adorent et ils les ont massacrés dans les derniers 25-30 ans. Et la langouste, que ça aussi, une fois, de temps en temps, on pouvait manger une langouste. Et là, c'était devenu qu'ils pêchaient des langoustes de 10 centimètres. Ah On oui. voulait faire, oui, on voulait faire. La langouste, c'était genre le sacré graal de l'aquaculture. Personne au monde n'y était encore arrivé. C'était vraiment, on s'est lancé des tout petits défis, hein, des tout petits défis, donc, pour bien les dessiner. Bon, le hormone y était arrivé, on était super contents, mais après, faire un projet de repeuplement en Italie, en Sicile, dans un archipel des îles éoliennes, c'était vouloir aller sur la Lune en bicyclette. Ouais. Donc, ça a été vraiment très dur, même avec les résultats dans la main, puis se rapporter avec les institutions pour finalement remettre à la mer ces organismes. Et donc, ça n'a pas pu continuer. Et la langouste, qui était vraiment le sacré Graal, et on était arrivé au 183e jour de stage larval sur une 300 estimée. Et pour nous, c'était un énorme succès en considérant qu'on travaillait avec de la poubelle, sans vouloir dire autre. Par exemple, les bacs où on faisait les kreisel pour les langoustes étaient des bidons de polyéthylène de chlore que les hôtels et les piscines de Vulcano balançaient dans la nature. Moi, après un peu, à force de les voir là, j'ai pété un plomb. Je suis allé un jour, je les ai récoltées toutes, je les ai portées à la maison et je les ai transformées en les bacs de langoustes, de l'aquaponie, de l'hydroponie, de l'aéroponie, je les ai, de Dutch bag, et plein d'autres systèmes pour leur donner une autre vie parce que je savais que ça serait resté là, dans cet endroit, dans Ouais. cette vague, jusqu'à s'émietter. Et puis, la première maestrale, le premier Mistral arrivait à la mer directement, des centaines de bidons. Donc, la langouste, on l'avait fait là-dedans. Donc, déjà, on était arrivé au 183e jour, on était super contents, on était enthousiastes. Ouais. Vraiment avec la Excuse-moi, Nicolas. Il y a Thibaut qui encore qui demande, est-ce que tu as fait de la culture de coraux de Méditerranée? très, très, très peu et juste comme ça. On a fait de l'astroides, on a fait de la Cladophorus spitosa, mais vraiment très peu et c'était plus pour passion, pas parce que la réintroduction là aussi c'était très dur. On y a travaillé un peu dans les années successives, mais pas là au début. Au Vulcano, on a juste fait un niveau amatorial et pour nous amuser. On a fait quelques petits trucs sympas avec les coraux. Mais même ça, j'ai jamais été un très grand passionné des coraux. Et même par absurde, ce que j'aime le plus, c'est genre les mous et les elpès. Je trouve qu'ils ont le mouvement, je trouve qu'ils ont un caractère. Alors que les espèces, je les aime esthétiquement beaucoup, je les aime, je les trouve très harmoniques, mais je les trouve un tout petit peu statiques. Et donc, non, j'ai jamais été un vrai passionné que de ça, décoration. C'était plus les trucs qui bougent un peu chelou. Ça, j'adorais. Les vers, les limaces, les nidibranches. Ah, ok, je vous passe à la prochaine slide.
On en a fait des trucs qu'on a rigolé. Là, les trucs jaunes, c'était les œufs de langouste juste avant l'éclosion. Ah ouais. Et avant l'éclosion, oui. Là, dans mon doigt, c'était les petits taliotis. On a fait des nudibranches, des spirographes, des vers, des crustacés, enfin. On a fait même des trucs un peu plus normaux, hein. On a fait du cauderni, on a fait de l'ocellaris beaucoup, du percula, on a fait des coricoictis, on a fait les intestinalis, on a fait du dorianthus. Bon, on a un peu joué avec tout, on a fait des cumancettes, on n'est pas arrivé à la fin des cumancettes, on a eu genre un survivant, donc on n'a pas fermé les cumancettes. On a fait du bergia, mais on a fait aussi du, comment il s'appelle? On va la refaire bientôt. C'est une autre nudibranche qui se nourrit d'Aiptasia, la spurilla neapolitana. Ah Se oui. nourrit d'Aiptasia, mais les plus grosses. Déjà, c'est un petit truc de 3 cm. Les labrides ne retrouvent pas le petit bonbon sucré comme les bergia le sont. Donc, on a fait beaucoup de trucs un peu chelous. Un peu de poisson, un peu de trucs un peu plus réguliers, mais on adorait les trucs chelous. Moi, j'adore les organismes un peu secondaires, même si Ouais. c'est... Ils sont Et ça, c'est... secondaires mais importants. Oui, absolument, absolument. En Italie, j'en parle beaucoup de ça, qu'on sous-value beaucoup la, la, leur importance dans nos systèmes, que le bentos, le plancton, les Ouais. organismes béniques, fossoires, Ouais. détritivores, les petits vers. Nicolas, c'est encore Thibaut qui demande, c'est quoi le truc en haut à droite là, la bestiole bizarre là? Non, ça, c'est des petits crustacés détritivores qui, fossoires, qui ont un petit impact sur la bioturbation des substrats. Donc, on les élevait parce qu'ils arrivaient à bien bouger les premiers 10 millimètres, 12 millimètres de substrat de boue ou de sable et on les adorait. Après, je ne sais plus te dire le nom parce que là, vraiment, c'est des photos que j'ai prises à l'arrache, mais j'en avais des centaines. Ah Et ouais, j'en avais de tous, mais il y en avait beaucoup même que on n'arrivait pas à identifier. On a identifié le genre, mais pas exactement l'espèce parce que c'était des trucs que personne n'a intérêt dans ces petits trucs, alors que nous, ça nous passionnait énormément. c'est Bah, c'est vraiment, un c'est petit génial, crustacé. génial, génial. Et bon, ça, je vous en ai mis un peu comme ça, juste balancé comme ça. Et je suis désolé parce qu'il n'y a pas en plus les trucs les plus intéressants, mais je vous ai dit, je l'ai produit ce PowerPoint grâce à Clémence, Ouais. totalement grâce à Clémence, mon associé et ma femme. Et sinon, ça aurait été encore plus nul. C'est elle qui l'a. Merci Clémence. Et bon, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rendu compte durant l'élevage, surtout ça, c'était quand on faisait des poissons, du clown, du cauderni. On s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas, ça c'était vraiment le début, on n'y arrivait pas avec les intégrateurs, les produits, les matériaux industriels. Genre, on avait des taux de malformation à la naissance, des taux de ponte très bas, des malformations hautes à la naissance, durant le développement des alevins. Il y avait vraiment toujours des problèmes. On n'arrivait pas à comprendre la première année. Et qu'est-ce qui ne marchait pas? L'eau, elle était parfaite, le système, il s'était très bien filtré, on faisait de l'attention à tout, à remettre à l'intérieur les oligoéléments qui servaient à former les enzymes, la corionase, que les poissons font pour casser l'opercule de l'œuf. Je n'étais vraiment très attentif, on ne comprenait pas. À un moment, une illumination grâce à mes parents. Et, ben, Nicolas, mais qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Je sais bien, mes parents, c'est des fous du bio, de l'attention sur tout. Et, ben, je dois admettre que ça change tout. Ça a été ce qui a changé la donne. On s'est rendu compte que il fallait qu'on se les fasse nous, surtout les aliments pour les reproducteurs, surtout ça. Même pour les alevins, pour... il y a une autre question. Non, non, je t'écoute. Et surtout les aliments pour les reproducteurs, mais même pour les alevins, il fallait qu'on se les fasse nous. Et cioè, la base, c'était ça. Il fallait trouver le mieux en absolu parce qu'on donnait des trucs qui avaient le 30, 40, 50, 60% de céréales à l'intérieur. Bon, on s'est dit, comment on y arrive? Et on n'y est pas arrivé comme
disons, dans la route classique humaine de un peu manie du contrôle, un peu vouloir faire de l'ultra sélectif, de l'ultra intensif. On a dit, faisons un peu de reverse engineering, essayons de prendre de la nature. Bon, contenu gastrique du poisson clown sur Fishbase, qu'est-ce qu'il mange? Contenu gastrique avec, c'est 70% de œufs de poisson et larves de crustacés du plancton qui vit dans, cioè, du holoplancton, du plancton méroplancton, différents trucs, un petit pourcentage de magrel. Bon, c'est bon. Prenons. Ça, on peut le mettre? Oui, on l'a, c'est bon. Ça, on peut le mettre? Oui, on l'a. Parfait, c'est bon. Dans les mêmes proportions du contenu gastrique. Ça, on le trouve? Non, ça, c'est trop dur à trouver. Bon, qu'est-ce qu'il y a qui se rapproche le plus possible en pourcentage de lipides et carbohydrates gras qui a le même profil aminoacidique de l'ingrédient original? Ça. Bon, peut s'en procurer, oui, en petite quantité. Par exemple, les œufs de poisson. En petite quantité, on peut s'en procurer. Enfin, essayons de répliquer. J'entends plus là. C'est moi? Ouais, là c'est bien. Ok, pardon. Bon, je me suis dit, essayons de répliquer le plus possible ce qui a fait la nature. Donc, de chercher exactement, pas nous de forcer la nature, mais de suivre ce qu'elle a fait. Bon, on a récupéré le bon ingrédient, on a fait tous nos tests et ça a été vraiment lampante, lampant, vraiment évident. Vraiment, ça sautait aux yeux. Ça a tout changé. Ça a été le premier truc qui a changé la donne. Bon, on s'est rendu compte donc qu'en travaillant comme ça avec des ingrédients d'une qualité folle et sans aucun compromis, cioè, ça changeait vraiment. Hein. Et on a commencé à se formuler nos premiers aliments. On s'est rendu compte que les poissons étaient beaucoup mieux, les performances productives étaient beaucoup meilleures, de la ponte des œufs au nombre des œufs éclos, le taux de mortalité, le taux de malformation, tout vraiment aux étoiles, beaucoup plus. C'est fou, On, hein? on s'est dit, bon, peut-être que c'est ça la bonne route. Et on a continué. Bon, dans la psychose la plus totale, dans la folie la plus totale. On se dit donc, ingrédients d'une qualité que je te jure, Eric, moi je ne les mange pas. Ça, c'est gamberoni, c'est gambas, c'est grosses crevettes, mais Ouais, comme ouais, maman. Ouais, ça, c'est de Mazzara, c'est Tanel, c'était plus cher que la langouste. C'est des trucs que ouais. le muscle va au poisson, mais moi, avec les têtes, avec le céphalothorax, je me fais les pattes. Délicieux. Donc, tu vois, des trucs vraiment, tu vois, quand j'allais les sélectionner, c'était, je la prends, je la goûte, comme ça, crue, sortie de la cassette, je la goûte. Bon, ok, vas-y, donne-moi la cassette. Du food grade, donc que du degré humain, pas de feed grade, pas de trucs, pas de, comme je te disais, moi, on m'a pris des trucs atroces. En aquaculture, on travaille avec la farine de sang, la farine de plume, la farine de cornungia, de ongles, de cornes et ongles. Mais c'est vraiment, cioè, l'objectif, c'est que le poisson pousse le plus vite possible en dépensant le moins possible. Oui. Non, mais c'est allait totalement au contraire de notre direction. C'était de la pêche intensive, du bycatch. C'est vraiment dégueulasse. On a dit, faisons exactement l'opposé. Bon, aucun compromis. Fournisseurs européens, on se fait fournir par des entreprises norvégiennes qui font de la pêche éco-soutenable, qui ont les lyophiliseurs à bord. On se fait fournir par beaucoup d'entreprises françaises. Que j'adore les entreprises françaises pour leur... Il y a beaucoup d'entreprises au nord de la France, mais un peu partout qui ont vraiment solidité et une sérieuté. On peut dire qu'ils sont vraiment très sérieux. Et une de celles-ci est Ballet Nature, par exemple. C'est une entreprise qui s'occupe de biomédical, l'intégration alimentaire, pharma, mais tout bio, nature, vraiment bien fait, bien sélectionné. Et bon, on s'est dit, c'est ça la route. On a commencé à se faire les premiers aliments. Et les magasins, les importateurs, les gens avec qui on collaborait, avec qui, auxquels on portait nos poissons, nos crevettes, nos organismes, on faisait du filet, du tout. Ils nous ont dit, bah, Nicolas, mais, bah, dis donc, on a essayé cette bouffe-là, mais c'était une bombe. Mais toi, qu'est-ce que tu vas en faire de ça?
Je dis, bon, non, on l'utilise là-bas, mais si ça vous sert, la première fois que j'en fais un peu, et j'en fais un peu plus, mais nous, on la faisait vraiment à la main. Une petite production de un petit kilo par production, ridicule, là, ridicule. Je dis, bah, si vous voulez, je vous emporte un peu. Oui, oui, vas-y, porte-la. Oh, Nicolas, je l'ai déjà fini, mais comment tu l'as déjà fini? Comment tu as fait la finir? Non, parce que j'en ai donné une à lui, après lui, il m'a donné. Bon, à force, ils m'ont presque obligé à les mettre, à leur proposer. Et on se dit, bon, si ça, si elles viennent autant appréciées, ben, c'est que, effectivement, c'était vraiment la bonne route. On a commencé à les fabriquer comme ça pour nos collaborateurs, pour les entreprises avec lesquelles on collabore. Ah, j'ai des poissons qui ont des difficultés à l'importation, à se nourrir. T'inquiète, je vais te faire un truc avec des œufs de poisson, suspension liquide, du plancton. Je vais te mettre ça avec. Ça va être une bombe. Ouah, Nicolas, attends, les Antillas, j'en ai pas eu une perte seulement. Il y a les Synchirapus qui mangeaient du premier jour. Oh, ok. C'est parti comme ça. On se faisait les choses pour nous. Se les faisait pour nous, on les faisait au maximum qu'on pouvait. Et à la fin, cette idée, ce procédé qu'on a fait détendre sur tout ce qu'on fait, ça a marché. Nous, on s'est dit, bon, on le fait pour nous, donc on le fait au max. Et tu le donnes à tes copains. Et puis tes copains sont contents parce que tu l'as fait avec des trucs que toi non plus tu manges pas. On y mettait au début des huîtres, mais on a fait des trucs vraiment incroyables. Mon père s'est mangé les pâtes avec le Colors. Moi, j'ai pris souvent du Expanse et je l'ai bu, c'est les acides aminés. Et mes collègues qui ont un plan, qui ont des problèmes, c'est pas pour dire de consommer nos produits, hein, absolument pas. C'est pas de la Mais consommation. tu peux le dire, tu peux le dire. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais c'est pas pour le consommation humaine. Mais par exemple, j'ai mon collègue qui est aussi un très cher copain d'université, lui, il a des problèmes de brûlure d'estomac, il se boit le Resolve quand il travaille. Moi et Clémence, à peine on a une petite grippe comme ça, c'est tout de suite du biotique, du jelly out dans les tisanes. Et après, j'envoie les vidéos aux copains, je leur dis, mais tu vois ce que je me prends, moi, hein? Tu vois, hein, tu vas voir, dans 2 jours, je serai guéri. Oh, vas-y, donne-moi, moi aussi, un petit flacon usage interne. Ah, désolé, c'est pas pour l'usage humain. Si tu veux, tu te bois celui des poissons. Bon, pour dire que on a toujours travaillé. La première fois que papa est venu en implant, il a pris les grenouilles, il les a goûtés. J'ai dit, papa, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, mais quoi? C'est pas les gambas que tu faisais hier? Ben oui, mais quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais non, c'est les gambas, des trucs. Mais c'est cool. Mais oui, c'est cool. C'est que du bio, c'est des trucs français d'une qualité exagérée. Oui, c'est cool. Ben alors, ben, ça va, je les mange. Il dit, ben, quand même, papa, t'es un peu fou, hein. Bon, on va y faire les pâtes, tu sais quoi, on va y faire les pâtes. Et c'était très bon. Bah, basta, j'arrête de parler. Bon, ça, c'est pour dire que c'est des trucs qu'on mange nous, qu'on utilise nous, parce que c'est que du food grade. C'est que des. Bon, Que de la belle qualité. oui. Et il y a beaucoup à dire sur les aliments. On est une entreprise un peu particulière. Toi, tu me disais aujourd'hui, si tu voudras parler un peu de la gestion, par exemple, des oligoéléments et tout, dans notre bac. Et moi, je me suis dit, peut-être on fera ça dans une autre live, parce que c'est vraiment un argument très Ouais. gros. Et c'est un peu un truc disrupteur, c'est un peu un truc, c'est une façon un peu nouvelle, étrange de gérer ça. Mais on sait bien que la plus grande intégration d'oligo-éléments qu'on fait dans nos bacs, c'est à partir de la bouffe. La bouffe qu'on donne, si on nourrit le bac vraiment très lourd, la plus grosse introduction de l'égoïment avec les changements d'eau, avec ce qui peut rapporter des matériaux qu'on met, des intégrateurs du balling, ou plutôt des produits, ou même qui peut être présent dedans, mais à la fin, le plus gros input à l'intérieur, c'est la bouffe. On entend tous les jours des tonnes, et ça, selon les ingrédients choisis, elle est vraiment chargée en oligo. Les crustacés planctoniques, c'est des gros accumulateurs de fluoride, de fluorure. Donc, nous, on a beaucoup raisonné comme ça. Pourquoi ne pas y aller là aussi avec, dans un autre esprit, essayer de maintenir les niveaux des oligoéléments de l'eau standard
en perfectionnant l'alimentation, perfectionnant les ingrédients qu'on utilise. Si on va utiliser de l'algue lyophilisée très bien traitée ou qui n'a pas subi des traitements thermiques trop lourds ou des traitements, et elle va réintégrer du iode, du fer, du zinc en microscopique quantité, très peu, selon le type d'ingrédients et tout, parce qu'il y en a même qui sont vraiment chargés. Mais quand même avec un balancement totalement naturel. C'est exactement le même balancement qu'il y aurait en nature, exactement la même forme qu'il y aurait en nature, dans une forme biodisponible, organique, organicata, je ne sais pas si on peut le dire. Ouais, organique, ouais. Ok. Et l'idée, c'était un peu ça. Donc, c'est une gestion un peu particulière. Je me rends compte qu'aujourd'hui, elle est un peu... il faut en parler beaucoup pour Ouais. dire, bah, quand même, c'est pas mal comme idée, ça, de véhiculer ça avec l'alimentation. Ouais, 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 non, c'est sûr. Mais là, en France, en tout cas, il y a énormément de gens qui gèrent leurs aquariums en faisant des ICP tous les mois. Ils Oui. contrôlent les valeurs des oligos sur les ICP et ils rajoutent tel oligo, tel oligo, tel oligo pour maintenir dans les valeurs cibles. Moi, j'ai été formé aussi sur cette technique et il n'y a pas une technique, disons, meilleure que l'autre. Toutes les techniques fonctionnent du moment que l'aquarium est en santé, les animaux sont bons, on est satisfait, et les couleurs, les coraux et le bien-être des poissons et tout. Mais c'est quand même, nous, on travaille avec des ICP et OS, donc de la spectroscopie. Il faudrait faire des MS, spectrométrie de masse. Mais ça, c'est des trucs qui coûtent bah, les 100 000 balles, ça suffit pas. C'est les universités Non, qui ça ont... y est, on peut faire chez ATI, ils ont sorti des ICP MS Waouh, qui coûtent un peu trop plus bien. cher. Ils coûtent un peu plus cher que les iOS, mais ils sont beaucoup plus précis. Trop bien, trop bien. Je ne savais pas. Je suis un peu fermé dans mon monde. Donc, je ne regarde pas trop ce qui se passe autour, mais j'adore. Super, super. Ça, c'est une très bonne chose parce que c'est ce que j'aurais toujours voulu conseiller. Oui, quand on conseille des intégrations d'oligo-éléments, on ne conseille jamais de genre, prends un produit tout en un ou mets ça, si, 20 ml pour 100 litres. Non, tu fais un ICP, tu regardes la consommation de ton aquarium. Si on a une relation, et nous on suit beaucoup nos clients, envoie-moi le peuplement de ton bac, envoie-moi la technique, envoie-moi des bonnes descriptions pour bien comprendre le métabolisme et je vais te dire, ça, ma même, fais gaffe. Non, mais pas 30 ml par 100 litres parce qu'il n'y a personne qui va te l'absorber. Et un autre, tu es en train de mettre du fer, mais tu as un ATS, un refugium et un réacteur algal. La composante algale, elle est vraiment très forte. Eh, mais t'attends pas qu'avec ces petits 20 ml, tu vas arriver à avoir le contenu bon. Tu vas devoir en mettre 3 fois plus. Parce que quand même, chaque système, chaque aquarium a un peuplement différent, un métabolisme différent, de la technique différente. Moi, j'ai beaucoup son écumeur qui nous permet d'avoir un peu plus d'oligoéléments disponibles. Ouais. Nous avons d'autres trucs à corriger. Enfin, on aime beaucoup essayer de avoir un tout petit peu moins de contrôle, un tout petit peu moins. Quand même, de base, s'il y a un quelconque doute, c'est ICP immédiatement et immédiatement correction s'il y a un problème, immédiatement correction avec produits. Par exemple, même dans nos protocoles alimentaires, c'est très rare que les oligos aillent en carence. Il y a des fois des petites carences de fluorure, de barium, de boron, des petites carences. Les seuls qui sont très souvent en carence, c'est le iode et le strontium. Le iode, il est extrêmement difficile de véhiculer à travers l'alimentation parce que c'est Il est un- volatile. C'est oui, volatile. tu le regardes mal, oh, je m'oxyde, je pars. Il est vraiment très délicat, le iode. Il ne faut pas en parler trop. Donc, c'est très difficile de le véhiculer avec l'alimentation, surtout une alimentation pour aquariophiles, donc sèche, même si on utilise des traitements thermiques qui sont au-dessous des 60 degrés, on se tient genre à 55 degrés, donc absolument pas disrupteur pour conserver toutes les biomolécules, les molécules bioactives, tous les trucs intéressants pour les conserver. Mais quand même, le iode, il suffit de le regarder un peu mal et lui, il part. Et comme ça, même le strontium, c'est un peu dur de les réintégrer à travers l'alimentation. On a un produit qui s'appelle Structure, qui est justement pour les coraux durs et qui a à l'intérieur une petite partie de
macroalgues coralligènes, genre du lithothamne, du maerl, toute la famille des algues calcaires. Ouais. Ça a beaucoup de strontium, beaucoup d'oligoéléments. Mais c'est compréhensible que soit tu as une tonne de coraux dans l'aquarium et alors tu peux lui donner une tonne de structure, ou sinon tu risques de dépasser le niveau métabolique de la réduction des nutriments, tu risques d'aller en accumulation vers les nutriments. Donc c'est ensemble. Ok. Ouais, non, c'est délicat, ouais. À la fin, c'est iode strontium. Peut-être un jour on va faire fluor, boron, barium, brom, mais généralement, selon comment on gère, ça marche très bien. On ne veut pas trop y toucher parce que on l'a fait avec cette idée. Essayons de faire ce qui a fait la nature, de mettre les composés naturels basses. Après, je vous en parle plus si tu veux. Excuse-moi, Eric, je suis lourd. Si tu Non, veux. au contraire, je trouve que tu es passionnant. Au contraire. Bon, si tu voudrais, un jour, on fera une autre live, on parlera de trucs un peu plus... Bon, je continue mon histoire. Tout allait bien. Ça, c'était notre centre de contrôle, appelons-le, c'était notre salon. Et en 2020, 2019, 2020, quand on était encore à Vulcano, et tu vois, c'était que des aquariums partout, même sur la table, les ordinateurs au milieu des aquariums, de l'eau salée partout, jusque dans le lit. Bon, petit nerd de l'aquariologie, on travaille, on avance, tout va bien, on est super content. Le volcan se réveille. Sauf Aïe. qui. sauf, sauf qui. Donc, on avait un collègue, Giacomo, qui est devenu notre associé. On avait un collègue, on commençait à travailler avec lui, on avait une relation de client-fournisseur réciproque. Lui, il nous faisait un peu de trucs graphiques. Moi, je suis un boomer, je ne sais pas utiliser l'ordinateur, il ne rien. Rien, je suis que dans le... Bah. Lui, par contre, il était très fort en ça, donc il a commencé à nous aider, nous, on lui donnait des produits, de l'aide. Bon, on a commencé à travailler comme ça. Un jour, il m'a dit, je lui ai dit, hey, Giacomo, là, la situation, elle est dure, nous, on est très préoccupés, là, ça fait des semaines qu'on ne dort pas, je ne te l'ai pas dit, le volcan il est rentré en phase pré-éruptive, on ne sait pas quoi faire, on risque de perdre tout. J'ai appelé l'assurance, elle m'a dit non. Je lui ai dit, ben, pour la maison, vous ne me redonnez rien. Ben non, c'est juste le tremblement de terre, mais pas par volcan. OK. Et pour l'entreprise, ben, non. Je dis, donc si le volcan pète, j'ai tout perdu, la dernière flèche de mon arc, tout perdu d'un coup en un instant, en quelques jours. Et monsieur, excusez-moi, mais vous savez, un volcan qui va en éruption, c'est pas si fréquent que ça. Bon, on a peur d'investir encore 50 euros pour acheter une petite pompe. On a peur de les mettre parce qu'on a peur de tout. Je lui dis, Giacomo, nous, on ne sait plus quoi faire. Il me dit, mais pourquoi tu ne viens pas ici en Toscane? Je lui dis, ben, Giacomo, ne me le répète pas une autre fois, hein, parce que demain, je prends la voiture et je viens. Hey. Il me l'a répété. Et on a tout chamboulé. Bon, ça, c'est l'île de Vulcain, un paradis terrestre en déclin, en phase pré-éruptive. Ça, c'est comme on était. Et comme vous voyez, tu vis sur le volcan. C'est pas qu'il y a un volcan sur ton île. Tu es sur la pente du volcan, tu vis sur le volcan. Nous, on était là, ce petit point-là, Ouais. qui disait ciao. Donc bon, et ils avaient commencé à nous évacuer chaque nuit, on ne pouvait plus travailler à la maison que 2 jours. Mais les poissons, vous savez bien, l'élevage, il y a pas un moment de répit, tu dois être toujours là pour le vivant, tu ne peux pas le laisser une nuit, ça peut être catastrophique, dramatique. Bon, c'était devenu super dur. On est parti en Toscane. On est parti en Toscane et on a tout reconstruit, ça en 2020. On est parti en Toscane, on a tout reconstruit. Les seules choses qui sont restées à Vulcano, c'est le laboratoire de production alimentaire et une toute petite serre temporelle. Pourquoi le laboratoire de production alimentaire? Parce que quand même, comme je te disais, et pour produire ce genre d'aliments, il faut un certain type d'ingrédients. Et c'est vraiment dur de s'en procurer loin d'un endroit comme ça. Parce que si tu dois t'en procurer de ce genre d'ingrédients, des crevettes de cette qualité, déjà, c'est vraiment dur, vraiment impossible. Et puis, il faut travailler avec des grossistes, des multinationales, des structures énormes qui n'ont aucun contrôle sur leurs produits, sinon le pur contrôle microbiologique, que pour nous, ça, microbiologique, peu à faire. Moi, je veux savoir si
si les lipides se sont oxydés, s'il a subi un traitement thermique lourd, si la chaîne du froid était respectée. Et en plus, il travaille avec des colosses, des entreprises méchantes, disons, alors que Vulcano, je connais les pêcheurs, je connais les pêcheurs qui pêchent bien, qui font pas de dégâts. Et je peux leur dire, je veux des œufs de poisson, je cherche des poissons qui ont fait 2, 3, 4, 5 reproductions au mois, sinon je ne les prends pas, et je les engueule s'ils prennent des poissons sous taille. On peut avoir une qualité énorme. Les crevettes, je vais à l'Ast au matin à 5 heures, je les ouvre, je les goûte. Non, je les ouvre, je les goûte. OK, celle-ci, oui, je les écarte. C'est là qu'il y a... Pour avoir ce genre d'ingrédients, il fallait être vraiment à côté de la mer. Donc, ce Mhm. laboratoire est resté, nous, chaque année, 1 ou 2 fois par an, on descend. Normalement, c'est au printemps quand la mer se réveille. Et on descend au printemps, on va sélectionner, on fait la sélection des ingrédients. Mes parents mettent beaucoup sur ça. Eux, ils adorent le poisson, la mer et tout. Donc, ils sont des fins connaisseurs. Ils mettent beaucoup dans la sélection. On fait la production et on remonte. Donc, ça, c'est la seule chose qui est restée à Vulcano. Et on a reconstruit Waouh! à Vulcano l'emploi expérimental d'aquaculture, qui est, ça, c'est juste un petit morceau. Il est sur 300 mètres carrés. Mais on l'a, lui, c'est vraiment récent. Il a même pas un an. Donc là, c'est un petit morceau. Et le laboratoire en haut qui manque, j'avais pas une photo, désolé. Le laboratoire en haut où on fait le conditionnement, l'emballage, et aussi tous les produits qui sont pas alimentaires. Et il est toujours ici en Toscane, à Fogliano. Et le laboratoire de production de phytozo, ça aussi c'est juste une paroi, c'est des structures identiques mises en succession. Ça va changer à nouveau. Là, on est en collaboration avec une entreprise italienne. S'ils nous regardent, je les salue beaucoup, Ocean Life. Avec eux, on va faire des gros photobioréacteurs de 500 millilitres qu'on va utiliser soit pour expérimentation, donc pour les universités, les CNR avec qui on collabore, soit pour notre production interne. Là, on est encore sur des réacteurs qui sont un peu niveau... Amateur, amateur. Oui, oui, c'est quand même des 30 litres, mais c'est encore un niveau un peu amateur pour faire des grosses productions. Et On a là, besoin. dans la photo d'avant, dans l'aquaculture, vous faites quoi comme poisson? Vous faites du clown? Vous faites... Alors, en réalité, on ne fait pas de la production parce que on ne veut pas vraiment travailler avec les vivants. On préférerait collaborer avec des entreprises ultra spécialisées qui font déjà ça. On ne veut pas casser trop les pieds. On casse déjà beaucoup les pieds dans notre secteur. En Italie, on a beaucoup cassé les pieds parce que on est arrivé à une entreprise nouvelle avec des trucs jamais vus. Les gens, ils adoraient. On s'est fait bastonner de tous les côtés, de tous les côtés. Hmm. Et donc, non, c'est plus expérimental. Ici, on fait l'expérimentation, l'amélioration des produits, des aliments. Ah ouais. Et travailler, oui, avec de la très bonne qualité, on s'associe, on aime s'associer à des entreprises ultra spécialisées. Par exemple, ici, il y a les poissons au cœur du poisson. Ah Il y oui. a, oui, il y a plusieurs couples de clowns, il y a des acrictis tomentosus, il y a des lismata, il y a de tout. Mais notre idée n'est pas vraiment faire de la production pour la vente du vivant, mais plus pour les études, pour améliorer ça, pour faire des protocoles sur des espèces innovatives qui n'ont pas été reproduites. Plutôt, c'est vraiment notre core business dans ça, c'est les macroalgues, le phyto, le zoo, les mollusques, les filtrateurs, le benthos, les petits vers, les détritivores. C'est tous les animaux un peu oubliés qui sont à la base du système, ceux qui convertissent le plus d'énergie, de résidus d'aliments, de détritus en biomasse, qui aident le système à se maintenir en faisant pendant chaque nuit des œufs, des larves que les coraux vont manger. Bon, c'est plus sur ça, macroalgues, microalgues, zooplancton, benthos. Après, poisson, ça, on préfère vraiment s'associer avec des Ouais, entreprises non, mais ultra. je t'ai posé la question comme ça. Ouais, ouais. C'est toujours une sacrée démarche scientifique. C'est ça qui est... On espère, on continue, on tient bon, on lâche rien. C'est bien. Et on adore ça. Bon, mais moi, je suis passionné jusqu'à Mais la mort. quand on t'écoute, on sent la passion, on sent l'enthousiasme. C'est vraiment génial. J'adore. Franchement, j'adore. C'est une monomanie, c'est presque une monomanie, je pense à rien d'autre, c'est Ouais, que ça. pense à Clémence un peu de temps en temps quand même.
Elle est d'accord, elle te fait comme ça, Eric. Ouais. Et bon, donc, je lui donne l'ISO. Et puis, ça, c'était un peu ce qu'on fait. On a des protocoles de gestion. Là, c'est une petite traduction avec Google Translate. Donc, il y a un petit peu d'erreur. C'est un peu, on fait des protocoles de gestion. Donc, tout ce qui sert, l'objectif pour nous, c'était de simplifier la gestion, rendre l'aquariologie récifale un truc beaucoup plus accessible, même aux personnes qui n'ont pas beaucoup de notions, pas beaucoup de moyens, mais qui sont passionnés, qui veulent un aquarium. L'objectif, c'était vraiment leur rendre la vie un peu plus simple pour augmenter le nombre d'aquariums, augmenter le nombre d'aquariophiles, et faire progresser le secteur. Et j'adore ça. Je voudrais que tout le monde ait un aquarium à la maison. On fait donc des protocoles. Notre gestion, c'est un protocole gestionnel, un protocole intégratif. Ici, ça m'a écrit additionnel, mais bon, un protocole intégratif, donc c'est gestion qualité. Ah, il est déconnecté, Nicolas. Donc après la présentation, vous pourrez poser des questions hein, et on continuera. Tu as été déconnecté un petit peu, hein? Désolé, Pas, désolé. pas grave. Mais bon, beaucoup. Ah, bing, bing, bing. Problème technique. Qu'est-ce qu'il a? Ça y est, ça revient? Oui, désolé, je ne sais pas ce qu'il a. La box, elle marche bien. Ah, C'est bon, c'est c'est bon. parce qu'on a parlé de produits. C'est parce qu'on a parlé de produits. Arrêtons d'en parler. De toute façon, j'aime pas en parler. Ok. Bah, moi, je vais en Et bon, parler. et puis le protocole. Je vais en parler pour toi. Tous les produits BEA, notamment l'alimentation des poissons, si vous voulez faire plaisir à vos poissons, sont dispo chez Récifatome. Que chez Récifatome Oui, pour l'instant. Voilà. oui, oui. Être eux, notre distributeur, on a confiance en eux, on les aime beaucoup. On préfère, comme toujours, travailler avec des ultra spécialisés. Et bon, un jour, si tu voudrais, on fait un autre live. J'aimerais beaucoup te parler il y a un produit que j'adore, la Minexpans. Je l'ai en étude depuis 2010. Ça fait déjà vraiment beaucoup d'années, 15 ans que je l'ai en étude. Et j'aimerais beaucoup t'en parler un jour. Si tu voudras, on ferait un autre live, Ouais, je t'en parle. avec plaisir. C'est, disons, les acides aminés, même si les acides aminés, le fait qu'on l'appelait amine expanse, c'est juste pour faciliter la reconnaissance du consommateur. Mais les acides aminés, là-dedans, c'est les molécules les moins intéressantes qui sont présentes. C'est vraiment un truc que j'y travaille vraiment depuis beaucoup de temps et j'adore. J'en ai fait plein de différents produits, de trucs. Mais Ça c'est important, les acides aminés. Et ça nous empêche, ça nous aide, ce produit, à ne pas utiliser aucun conservant dans nos produits. Genre, dans les produits, les suspensions liquides, normalement, un produit liquide avec de la nourriture dedans, mais il faut utiliser vraiment beaucoup de conservants, de stabilisants, d'antioxydants. Et normalement, c'est de la synthèse, c'est des produits dérivés pétrochimiques, c'est des toxines, du galate de propyle, c'est des trucs vraiment, vraiment, vraiment lourds pour un poisson. Et le fait d'avoir pris ce produit, la Minexpans, nous a permis, par exemple, de ne pas utiliser de conservants dans nos suspensions liquides. Parce que la production même du produit fait sa conservation. C'est une fermentation par des bactéries lactiques, par des gros consortiums de bactéries lactiques qui eux-mêmes le stabilisent, évitent l'oxydation. C'est vraiment un truc que j'adore, super. Mais il faudrait en parler que de lui, que de ce produit, parce que c'est vraiment... Ouais, Et en plus, c'est un produit, mais en réalité, c'est un peu la philosophie. C'est un peu l'idée. je vais te dire, moi je t'écoute, mais je vois pas le temps passer. Donc, donc on peut faire des lives tant que tu veux. Moi, vraiment, j'adore. Rencontrer des gens passionnés comme ça.
Alors là, c'est le bonheur absolu pour moi. Je suis content. J'étais un peu stressé, hein, je dois l'admettre, parce que vous avez un très haut niveau. J'ai vraiment beaucoup apprécié vos vidéos et ben, j'ai un peu stressé avant de venir avec vous. J'ai dit, bah, normalement en Italie, ils me trouvent très lourd, trop scientifique, trop de mots comme ça, alors que Bah, pour je le... suis, Non, tout se passe bien, tout se passe bien. je suis Donc, content. donc là, imaginons quelqu'un a beaucoup de difficultés à nourrir, je sais pas, il achète un banc d'Antias par exemple, il a beaucoup de mal à les nourrir au départ et tout. S'il tape dans ta gamme de produits, il y a... C'est- Oui, c'est le premier produit que je leur conseillerais, c'est les suspensions liquides. C'est Purex qui va s'appeler probablement Liquidex ou Freshex, on va voir. C'est Pure ne peut pas être utilisé dans une suspension liquide parce que l'eau est considérée un ingrédient. OK, mais là-dedans, il n'y a que des œufs. Bah bon. Donc, Purex et Zooplus, c'est les deux suspensions liquides. Une, c'est une suspension liquide basée sur le zooplancton. Il y a des calanoïdes, des arpaticoïdes, des copépodes, des mysidiacées, des particelles de zooplancton, des rotifères. Il y a un peu de tout. C'est une suspension de zooplancton. Purex, c'est une suspension d'œufs, de céréales, thon, espadon, mérou, selon Mugine, selon la disponibilité, la période, toujours en choisissant si les œufs de céréales cette année sont bons, il va avoir un pourcentage supérieur en céréales. Si cette année la céréale n'est pas super, les œufs ne sont pas arrivés à maturation, ou ça va être plus du temps, mais c'est une suspension basée sur les œufs de poisson. Et normalement, ça, les poissons, que ce soit suspension liquide de zooplancton, que ce soit suspension liquide d'œufs de poisson, à l'importation, mais des Synchirobus, nous mangeons, j'étais pendant 5 ans en société avec une des plus grosses entreprises italiennes d'importation de coraux durs, d'acropoires. Et eux aussi, ils faisaient un peu de poisson. Je participais, je les aidais pour cette partie, que j'étais un peu plus fort dans cette partie. Et bon, ils ont adoré ça. Ils m'en consomment, même aujourd'hui, mais des litres. Et De ça. le flacon de nourriture comme ça, liquide, une fois ouvert, il se conserve longtemps ou... Oui, c'est ça le beau, c'est ça le beau. Et formellement, vous pouvez, cioè, nous on conseille de le tenir au frigo juste parce que ça s'oxyde moins et quand on dit de le tenir au frigo, les personnes ont un peu plus d'attention vers le produit. Mais formellement, si tu le tiens pas au soleil à 35 degrés ou tu le tiens pas ouvert, mais ça se conserve, ça a vraiment une conservation épouvantable. C'est très très long, bien au-delà de date de péremption qu'on doit mettre, mais bien au-delà, bien au-delà. J'ai des copains, des gens très proches qui ont nos produits qui ont 5 6 ans, ils sont passionnés, ils disent ah l'acciughino, non ça je me le tiens très serré, j'en donne juste un ml, je sais que vous le faites plus, ah si tu me le refais pas à nouveau, je le tiens. Et c'est ça, c'est le type de conservation, c'est le fait que c'est une fermentation lactique, que les bactéries lactiques qui travaillent ce produit à froid, donc sans traitement thermique disruptif, ils aident aussi non seulement dans le rendre beaucoup plus digérible, dans séparer les protéines en acides aminés, en peptides singuliers, donc qui ont même des effets incroyables, soit sur le microbiote intestinal, soit sur la santé en général de l'animal. Mais ils produisent elles-mêmes des acides lactiques, des petites quantités d'acides maliques, acétiques, qui elles-mêmes stabilisent le produit en baissant le pH. Ah Et oui. en même, oui, et en même temps, elles produisent des sortes d'antibiotiques. Ce n'est pas des vrais antibiotiques, c'est des bactériostatiques naturels et qui sont vraiment exceptionnels, qui sont genre la lysine. Ça ressemble un peu à la lysine. C'est des enzymes qui ont un effet de bactériostatique, mais c'est pas vraiment, c'est un peu particulier. C'est comme un truc qui ne fait pas pousser les bactéries, mais qu'en réalité, ça n'a aucun effet. C'est seulement les bactéries qui n'aiment pas ça. Et Ouais. c'est une autre bénéfique. Les bactéries lactiques sont les principales bactéries de notre microbiote intestinal qui nous aident, même de la peau, et même des plantes. C'est des bactéries qui servent, qui sont fondamentales pour la santé. Donc, c'est un produit qui, en même temps, il fait plein de trucs différents. Moi, je l'ai donné à notre chien, et les poules ont eu des problèmes, ils ont eu droit à leur dose d'expanse qui les a reprises. Et tu vois, les suspensions liquides sont quand même basées sur l'expanse,
sur l'amino expense. Donc, c'est, tu sais, le truc qui lui ressemble le plus de notre, c'est genre les fermentés humains. Je ne sais pas si en France vous avez la giardinière, c'est genre des petits légumes qui sont dans boîte et que Oui. oui, tu peux les mettre dans les salades. Ils sont un peu acidulés, ils sont pratiquement éternels. Tu les laisses, c'est comme un peu les olives Dans sous, du vinaigre, ouais, ouais, ouais. oui, ces olives-là, par exemple, c'est toujours des lactobacillus, des bactéries lactiques qui produisent les acides, qui baissent le pH, les stabilisent, enlèvent la mer et digèrent un tout petit peu la partie de l'olive en la rendant plus souple, plus molle. Et c'est la même chose du kimchi. Il y a plein, vraiment beaucoup de trucs que l'être humain utilise depuis la nuit des temps qui sont basés sur ça et beaucoup de notre fonctionnement, parce que l'objectif, c'était quand même, tout ça est né parce que on ne peut pas mettre de conservants synthétiques terribles dans nos bouffes. Le petit poisson, il pèse 2 grammes, il doit nous faire des œufs. C'est normal que si lui en donne de l'étoxychine, qui est un truc qui est cancérigène, mutagène, tératogène, qui lui donne du galate de propyle, qui est un truc qui te fait venir les pires maladies du monde, qui te défonce l'estomac, qui te défonce les organes, qui est un disrupteur endocrine, c'est normal qu'ils ne produiront pas. Donc, de base, c'était. Et c'est comme pour nous, la bouffe hyper processée, industrialisée. Si tu manges que du McDo, je sais pas si on peut dire, mais si tu manges que de la bouffe hyper processée, forcément, après un peu, tu commences à avoir des tout petits problèmes par-ci, par-là. Tu tends à avoir une alimentation. Si tu manges que du poulet aux antibiotiques, forcément, après un peu, tu vas commencer à avoir un petit problème par-ci, par-là. Mais pourquoi j'ai ces petits problèmes? Et comme ça, un peu de tout. L'objectif, c'était avoir une alimentation le plus naturelle possible et donc qui soit que bénéfique pour l'animal, qui Ok. n'est pas l'éducation. Moi, à l'université, on m'a appris à l'utiliser, mais c'est un truc qu'on met dans les farines de poisson pour ne pas qu'elles aillent en autocombustion alors qu'elles viennent transporter du Chili dans les containers. Mais c'est des trucs qui bientôt vont être interdits en Europe si ils ne sont déjà interdits en Europe. C'est juste que aquariophilie, personne ne s'en fout. C'est du pet food. Et en plus, les poissons, les autorités, ils n'en ont rien à faire. Et donc, ils permettent encore que ce genre d'ingrédients soit utilisé dans les aliments. C'est un truc que j'ai hâte que les autres entreprises arrêtent de faire ça. Il y en a beaucoup qui commencent à comprendre et à changer leur Est-ce que tu, mentalité. est-ce que tu as analysé les granulés produits par les autres boîtes de bouffe pour poissons? Est-ce que... Et et- le massacre en Italie. En Italie, c'est pas comme la France. Tu sais, en France, si un truc est juste, même s'il dérange, même si c'est un truc qui est nouveau, qui dérange comme ça, mais s'il est juste, s'il est scientifiquement accuré, si tu as des démonstrations, si tu poses les cartes sur la table et tu dis, moi je m'expose, venez et répondez-moi. En France, vous avez la capacité de dire, bah, quand même, bravo, tu as dit un bon truc, tu t'es fait taper dessus, mais tu as dit un bon truc, c'était juste, c'était scientifique, tu avais raison. En Italie, c'est pas comme ça. En Italie, personne ne va rien te dire et ils vont me faire les pires des trucs, les pires des trucs. Donc, on a vécu l'enfer pendant 10 ans. Je fais vraiment très gaffe à ne jamais parler des autres entreprises, jamais. Et Ouais, on n'a pas, mais je veux dire, tu les as analysés? tu sais, on n'a pas eu besoin de faire des analyses parce que quand tu tournes la boîte, alors déjà les ingrédients, ils sont toujours mis par loi en ordre du plus présent au moins présent. Et toi dedans, tu vas y trouver céréales très souvent comme le premier. On donne aux poissons les céréales. Et on donne les céréales à un poisson clown et à un acanthuride, un acanthurien. Donc, des poissons qui ont des métabolismes et des systèmes digestifs totalement différents, qui doivent manger des aliments totalement différents. Déjà, l'alimentation est la même. Bouffe aliment pour tous les poissons. Non. Un acanthurien ne doit pas manger. C'est comme donner à une vache des vrustels, des saucissons. Non. Une vache doit manger des végétaux. Un carnivore doit manger de la viande. Un omnivore doit avoir un mélange balancé entre macroalgues, Ouais, ouais, microalgues. ouais, ouais. Hmm. Donc déjà ça. Après, alors que tu continues à lire, tu trouves à un moment galate de propyle et 500 et 300 Ouais, d'accord, et j'ai compris, Nicolas, j'ai compris.
Sauf que je peux pas le dire. Je peux pas trop le dire parce que je me fais taper. J'espère qu'en France, vous allez être un tout petit peu plus Ouais, gentil. non, ouais, ouais. Là, il y a une question. Les Antias, ils doivent être nourris en permanence plusieurs fois par jour ou... Alors, généralement, ça serait la base pour tous les poissons. Les algivores, ils mangent en continuation durant toute leur période d'activité. Ils sont continuellement brûlés. Et les anthias, c'est des organismes, des poissons que, en tant que strictement planctonivores, ils ont un estomac et un intestin qui est extrêmement petit et très court. Très, très court. Et donc, oui, absolument, en nature, ils mangent vraiment fréquemment, en continuation. Des petites quantités, mais en Et continuation. donc, corollaire à cette question, le produit liquide pour les Antias, est-ce qu'il peut être distribué par pompe doseuse? Alors, on nous le demande depuis au moins 3 ou 4 ans. Même mon associé Giacomo, je lui avais fait un produit qu'on pouvait doser par dosimétrique qui était un mélange de zooplus, donc de copépode et plancton et œufs de poisson. Après, je me suis refusé de le refaire. Et on a vraiment beaucoup de produits, on a vraiment beaucoup de travail, mais oui, potentiellement, on pourrait le doser par pompe doseuse. C'est qu'il faut avoir des accortex, des attentions particulières et ce n'est pas un produit formulé exactement pour ça. Il faudrait un tout petit peu le diluer parce que la dosimétrique, elle s'enchante, elle en dose 100 ml d'un coup. Quand même, c'est comme doser 100 ml de Balling. OK, ça va pas être dévastateur comme un cache 4X, 4 concentrations. Mais quand même, 100 ml de bonne bouffe bien concentrée, bien riche, les fumeurs, ils va galérer un peu. En plus, c'est bien gras, plein d'oméga 3, oméga 6. Le pâte, Avec les pompes doseuses, on peut distribuer millilitre par millilitre, hein. Si tu veux mettre, tu peux mettre 2 millilitres, 1 millilitre, 3 millilitres, donc... c'est que j'ai peur des pompes doseuses. Ah, voilà, c'est ça, ouais, ok. Je suis encore en train de chercher, mais oui, oui. Le fait, c'est ça. On potentiera le produit, c'est déjà, du moment que mon associé me l'a demandé 3, 4, 5 fois, je lui dis, va bene, Giacomo, à peine j'ai un moment, je te le formule. Au début, tu l'utilises toi, quand tu veux, on le met en commerce, mais je vais t'en... Oui, on va sortir avec ça, mais il faut que j'y travaille genre un tout petit peu, parce que on pourrait formellement le faire avec Zooplus et Purex, tranquillement. Mais ce ne serait pas un truc que je me sentirais de conseiller à quiconque. Un aquariophile, un aquariologue qui a un certain niveau, absolument oui. Avec quelques petites précautions, absolument oui, aucun problème. Mais je ne l'écrirai pas au site pour tout un passionné, même si probablement la personne qui me fait cette question, en connaissant un tout petit peu votre groupe, est déjà un aquariophile d'un certain niveau. Ouais, Donc, c'est d'un certain niveau, oui, tu peux le doser. ouais, ouais, c'est d'un certain niveau, ouais. Ouais, ouais. J'ai beaucoup de gens d'un certain niveau sur le groupe. J'ai vu. C'est super, j'adore. J'adore. Ok. T'as fait- Moi, j'avais juste la photo là pour parler, si vous voulez, de toutes les questions que vous voulez, mais Ok. dis-moi, moi, j'ai parlé beaucoup, je ne veux pas vous saouler trop, je Non, parle non, mais vraiment. j'entends les questions. Euh, Posez vos questions, allez-y, allez-y. Euh, Ah ouais, là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait, enfin c'est Thibaut, l'iode, c'est très important pour la métamorphose des larves de poissons dans l'élevage. Sur la métamorphose et aussi sur la première phase d'éclosion, parce que le iode, c'est un des oligo-éléments principaux pour la formation de l'enzyme chorionase. Et c'est donc l'enzyme qui sert à digérer le chorion, à leur permettre de sortir de l'œuf. Et c'est un oligo-élément qui est très important, même pour les reproducteurs, parce qu'il vient véhiculer aux œufs à travers l'alimentation, à travers les reproducteurs. Donc, c'est pas que les œufs absorbent du iode de l'ambiant et ils le mettent dedans. Non, c'est le iode qui a été donné par les reproducteurs. Donc, si les reproducteurs sont en carence constante de iode dans leur alimentation, les larves peuvent avoir une carence d'enzyme chorionase et mourir à l'intérieur de l'œuf. C'est pour ça aussi des pontes exceptionnelles de 400, 600 œufs où on avait des taux d'éclosion de 10%. On disait, mais c'est pas possible, comment ça fait? Il a fait Ouais. une pompe de 500, ils sont magnifiques. Carence de iode dans l'alimentation parce que le iode, comme je t'ai dit, tu le regardes mal et
Figure-toi donc dans les choses industrielles, il n'y en Ouais, a pas. Oui. ok. Euh, allez-y, posez des questions. Je sais pas, ils doivent être, tu as dû les hypnotiser. Ils doivent être en attente de, ou ils dorment devant leur écran, ou ils sont hypnotisés. Les bergias, toi qui as élevé des bergias, quelqu'un a un bac de, je sais pas moi, 300 litres qui est infesté de bergias, d'aptasia. Il faut qu'il mette beaucoup de bergias, faut qu'il fasse quoi? Alors, potentiellement, il n'en faudrait pas beaucoup parce qu'elles vont en reproduction très simplement si elles n'ont pas de prédateurs et il y a beaucoup d'organismes qui les mangent. Mais ça, c'est formellement, sur le papier. Dans la réalité, purtroppo, absolument pas. Parce que c'est des petits bonbons sucrés. Ils se font bouffer par quelconque labride, quelconque calionomide, plein de poissons. S'ils trouvent une bergia comme ça, ils disent, bon, je goûte, ah, c'est bon ça. Bah. Donc, je les conseille souvent dans des petits aquariums, au-dessous des 100 litres, donc des systèmes que très rarement ont des organismes comme les labrides qui cherchent constamment des petits vers, des petits nids de branches. Donc, dans des petits systèmes, absolument oui. Et il ne faut pas en mettre beaucoup si on a la patience. Parce que si tu as la patience, non, ils se reproduisent vite, ils te portent à l'extinction, ils bouffent beaucoup, hein, ils bouffent beaucoup et vite. Quand on les élève, le principal problème, c'est avoir assez d'aptasia. C'est ça le principal problème. D'accord. On est en train de travailler avec la Spurilla napolitana, justement pour pouvoir offrir au secteur un unibranche ultra spécialisé, mais qui ne soit pas prédato, qui ne soit pas chassé par Ouais, tous ouais, ces... t'en as parlé tout à l'heure, ouais. Ok. Oui. Euh, là, il y a Thibaut encore qui demande, il a entendu dire que les amphipodes mangeaient les œufs de Bergia. Est-ce que c'est vrai? Les amphipodes, les vers de feu, les vermocanes, les vers de feu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organismes qui les mangent. Gammarides, amphipodes gammarides, oui, beaucoup. Cioè, normalement, quand on les élève en faisant très, très, très attention à avoir dedans que du substrat, que des organismes qui ne sont absolument pas prédateurs. Après, c'est difficile de dire c'est exactement lui qui l'a mangé. Mais ce qu'on a vu, c'est que quand il y a une grande biodiversité, et la production est moindre, beaucoup plus basse, parce qu'ils ont une phase larvale, entre guillemets. Ils ont une phase où ils sont vraiment, vraiment très petites. Tout le monde les mange. Un petit ver Bristol Worms, je ne sais pas comment on les appelle en français. Ouais, les Un vers de petit feu, ouais, ouais. ver de feu, ok. Petit ver de feu, s'ils les trouvent, il leur fait la fête. À elles, aux œufs, tout le monde. À toute la famille. Hop. Les Bergas, la température, c'est quoi comme le reste? 24 degrés, 23, 24 degrés? Nous, on les tient comme ça. Juste on augmente un tout petit peu, on porte à 25-26 quand on veut pousser vraiment fort leur vélociser le métabolisme. Mais oui, normalement, on tient comme ça, de D'accord. 23-24, oui. Est-ce que pour l'iode, quand tu as mesuré l'iode, tu mesures par ICP ou tu as t'as un test domestique pour l'iode? Non, 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 je fais, si je dois mesurer le iode, Ah, je me fie aux ICP, j'en fais plusieurs pour voir la consommation dans l'arc 2. Après, je me fais mes comptes, je commence à doser et je contrôle de bien avoir dosé. Je vois ma consommation de balling sur un mois, je dose la quantité nécessaire pour donner la juste proportion chaque jour pendant tout le mois. Et dans les suivants ICP, je contrôle de ne pas avoir exagéré. Quand de temps en temps je trouve le métabolisme, la biomasse de l'aquarium augmente, j'ajuste. J'augmente un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Mais non, c'est difficile que je fasse avec test colorimétrique parce qu'il considère un peu toutes les formes de iode. Ben, ils sont pas. ouais. L'iode, c'est mieux de rajouter la nuit? Ça serait formellement mieux pour éviter son oxydation, comme on a dit. Il Voilà. suffit de mal, les lampes, oui, ça serait mieux, ça serait préférable. Mais comme je vous disais avant, on préfère réintégrer ce genre de truc avec l'alimentation. Avec Mais l'alimentation. c'est vraiment très dur. Donc oui, on intègre avec du Il dur y de a potassium. Alain Dudé, il y a Alain Dudé qui a une question. Euh, Tu élèves des copépodes? Oui. Oui. Alors voilà. Est-ce que tu as des protocoles pour les amateurs avec tes produits
pour les doper si c'est nécessaire? Question d'Alain Dudet. Alors, nous, on fait pour le dopage deux trucs différents. On fait le dopage, disons, alimentaire, donc le long de toute la culture, et on utilise du Phytoplus, qui est toujours un produit basé sur l'expanse donc de la même famille avec la même matrice de probiotiques, bactéries lactiques, acides aminés, bien proportionnés, tout, et microalgues, levures. Et donc, c'est un truc qui est un peu de la même racine, mais plus basé sur les microalgues, avec des mélanges de microalgues particulières, avec la paroi cassée ou bon, à l'un de ces trucs-là que je connais. Et puis, on a un second boost. Bah, en réalité, on nourrit avec du vivant, du phytovivant. On intègre avec du phytoplus, qui est la solution, la suspension liquide concentrée. Et le dernier boost, c'est avant d'alimenter les poissons, on fait ce qu'on appelle en aquaculture l'enrichissement. Et c'est que physiquement, tu les fais salir avec des solutions avec lesquelles tu peux véhiculer des molécules bioactives. Donc, si tu veux intégrer un peu de vitamines, des acides aminés singuliers, particuliers ou des lipides, tu leur mets quelques gouttes de ça. Et généralement, quand on doit potentier comme ça, c'est toujours la mine expanse parce qu'on veut réintégrer dans le microbiote des larves les bactéries lactiques qui les aident à produire. C'est un truc pour leur faciliter la digestion de ce qu'ils vont prendre. Un peu, ça sera basé sur les enzymes endogènes que déjà les copépodes ont à l'intérieur. Mais on va aider en ajoutant des probiotiques qui vont déjà éviter la présence, par exemple, intestinale de Vibrio et Romanas, de bactéries nocives, potentiellement pathogènes, sinon directement pathogènes, et améliorer la digestion. En plus, en véhiculant de l'oméga 3, de l'oméga 6, donc du IEPA, du DHA, des acides gras, et même les acides aminés cassés et les peptides singuliers, donc encore des morceaux encore plus petits, qui ont plein de fonctions de immunostimulation, de augmentation de la vitesse de pouce. Donc oui, on fait différents boosts. Excuse-moi, je parle vraiment trop, je suis pas capable de... Non, 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 mais on est hypnotisé, je te jure, on écoute, là, et on écoute, voilà. Euh, Nicolas, on questionne, les hippocampes, tu connais les hippocampes, ils sont très sélectifs en matière de nourriture. Est-ce que tu as Oui. trouvé une solution pour les nourrir qui permettrait de remplacer la nourriture vivante? Et ça, non, on a vu que c'est quand même très aléatoire. On a bien travaillé avec des suspensions concentrées de zooplancton, mais c'était pas genre plus qu'une suspension liquide, c'était carrément du mysis, de l'artémia, des copépodes, calanoïdes ou arpaticoïdes concentrés. De base, c'était des produits congelés, donc concentrés entre eux, avec toujours les bactéries lactiques pour les maintenir, une solution saline un peu plus forte parce que quand même, c'est plus difficile de les conserver, toujours sans stabilisant. Mais nous, on l'appelle bienvenidos, ce truc. On l'utilise dans Star régulièrement, mais on ne le vend pas, on ne le produit pas. Et c'est une sorte de potentiel à bouffe congelée. Mais en réalité, le vivant a quand même toujours une marche vraiment en plus, surtout si on fait gaffe à sanifier bien les organismes, donc les cystes d'Artémia, enlever les vibrios, les aromonas qui sont toujours présents sur la cyste. Si on sanifie bien, on travaille bien, le vivant a toujours une marche en plus. Donc, je ne vais pas vous dire, oui, les O+, il marche super bien. Il peut marcher très bien, les O+, mais c'est un peu aléatoire. On a vu que, par exemple, les Corycoichthys, les poissons aiguilles, je ne sais pas si on dit comme ça en français, eux, Ouais, ils sont déjà un peu plus prédisposés, mais les hippocampes classiques, Reidi, Gouda, mais c'est pas trop. d'accord. Là, il y a une question du laboratoire Excellence. Avec le kit Aequilibrium, on envoie en même temps le Pro AEZ. Alors, quand on a fait la formulation des produits bactériens, on s'est dit, je voudrais donner les instruments aux passionnés pour pouvoir faire du fine-tuning, des modifications dédiées, spécifiques sur certaines choses.
Ne pas donner un produit all-in-one qui peut être très adapté pour un système et pas du tout pour un autre, très adapté pour un problème et pas du tout pour un autre. On a pensé de bien les diviser pour pouvoir dire j'ai un excès de nutriments et organismes dissous, de nutriments dissous, donc du nitrate, du phosphate. Je vais travailler plutôt du nitrate avec des autotrophes, hein, du nitrate, des traces de nitrite, un peu d'ammoniac. Il y a eu un problème. Je vais travailler plus avec des autotrophes, les nitrosomonas, nitrobacter, vous les connaissez, romanas comme ça, vous les connaissez. J'ai un petit excès de phosphate, mais en même temps, j'ai du nitrate et ils sont débalancés. Je pourrais quand même enlever du phosphate avec une petite prolifération bactérienne. Alors, on va doser plutôt du équilibrium E, qui sont les hétérotrophes, avec beaucoup plus de sources de carbone, bien balancées. Certaines à relâche immédiat, certaines à lent relâche. Donc, qui permettent une prolifération bactérienne, mais moins violente, sans explosion bactérienne de l'eau qui devient tout lait, un truc beaucoup plus, mais qui te permettra de enlever de l'eau, des phosphates grâce à, cioè, ils utilisent, vous connaissez la prolifération bactérienne, je vous explique rien de nouveau. Et la même chose, donc on a divisé nos bactéries. Les Z, c'est un mélange qui est plus basé sur les enzymes, sur des produits que les bactéries produisent et qui aident à digérer des certaines molécules végétales qui sont peut-être un peu dures à digérer, comme cioè, les alginates, les molécules algales, c'est un peu comme la ça me vient pas, c'est la cellulose. OK, c'est des polymères faits de monomères, de trucs que c'est des sucres, c'est des trucs très simples, mais pour le lien qu'ils ont, ils deviennent vraiment durs à être digérés et détruits par les organismes. Donc, on préférera insérer des bactéries qui sont plus actives. Donc, nous, on a établi des protocoles de dosage du Equilibrium, du kit Equilibrium AEZ Pro, qui sont un peu standards, qu'on a vu que c'est en suivant un peu ça, c'est le plus sûr. Et on a fait un protocole de maintenance, un protocole de maturation, un de maintenance et un de résolution du gros problème. Mais après, ce que je dis toujours à nos clients passionnés plus proches, je leur dis, les gars, vous n'êtes pas obligés de suivre à la lettre le catalogue, ce que je vous ai dit. Vous regardez l'aquarium, vous devez bien apprendre à le connaître en le regardant. Vous regardez l'aquarium, mais un jour vous allez utiliser un jour vous allez utiliser le Pro, qui est la mélange le plus balancé. Par absurde, il y a beaucoup de nos clients qui, une fois qu'ils ont fait ils ont établi l'équilibre dans l'aquarium, mais peut-être au début, ils ont utilisé un protocole de maturation ou un protocole de résolution. À la fin, ils continuent à doser juste des pros. Parce que pour eux, les pros, c'est un balancement 30-70 hétérotrophe, autotrophe, avec les stimulants, les sources de carbone. C'est un produit beaucoup plus balancé. Et il y en a certains qui se limitent à utiliser ça. Il y a des personnes avec des bacs exceptionnels, vraiment magnifiques, qui dosent fixe en modalité résolution, comme s'ils avaient des gros problèmes. Mais le bac, il est une bombe, il explose. Et je leur dis, bah, les gars, regardez le bac, apprenez à connaître bien le produit, ce qu'il fait, lisez bien les cartes. On a écrit beaucoup parce que j'adore bien expliquer. On n'est pas le genre d'entreprise où on dit tout ce qu'il y a, tout ce qu'on fait, tout ce qu'il fait, comment on l'a fait. Il y a beaucoup, beaucoup de divulgations sur chaque produit. Donc, comprenez le produit, comprenez le bac. Et après, si vraiment vous n'avez pas envie du tout, vous prenez la feuille que j'ai faite, vous la suivez, c'est bon comme ça. Mais si vous avez envie d'y jouer, ne vous sentez pas obligé de suivre le protocole. Suivez votre bac. Chaque bac est différent de l'autre. J'ai des personnes qui dosent une fois chaque 2 mois. J'ai des personnes qui dosent au changement d'eau. J'ai des personnes qui dosent en continuation. Et donc, les protocoles, ils sont des bonnes adresses assez solides et universelles. Mais ce que je conseille toujours, c'est apprendre à connaître le produit, apprendre à connaître le bac et gérer des conséquences. Génial. Euh, tac, tac, tac. Est-ce que vous avez d'autres questions? Boudou, boudou. Allô, allô. On a fait 1 heure et demie, Nicolas. C'est parfait. Waouh, waouh, oui. J'espère que tu as quelque chose à boire. Tu dois avoir la bouche sèche, là, parce que tu as beaucoup parlé. Euh, mais je pense qu'on va refaire des... Ah, voilà.
on va refaire des trucs parce que t'es un mec vraiment passionnant. T'es passionnant. Volontiers, merci. Merci. T'es passionnant. Et donc, on essaiera de choisir un thème particulier et on se fera une soirée, enfin, quand on veut, quoi. Parce que Volontiers, vraiment, très volontiers. Très fantastique. volontiers. Attends, je regarde parce que là, il y a un truc. Tac, tac, tac. Il y a Thibaut qui dit un instant. Donc, j'attends. Il a peut-être une question encore. J'attends les questions. Je te vois fumer ta clope électronique et j'ai envie d'une cigarette, moi, mais d'une vraie. Moi aussi, moi aussi. Bon, on y est presque, Rick. On peut aller nous défouler sur notre tabagisme. Voilà. Non, les dinos, on fera, je pense, là ça fait 1 heure et demie qu'on fait l'entretien. On va refaire avec Nicolas sur des thèmes bien particuliers, dinos, cyano, etc., etc. On refera des soirées. Mais là, j'ai pas envie de passer la nuit, quoi. Voilà, parce que si on commence à parler des dinos, des cyano et tout, on est à 3 heures du matin, on est encore devant l'ordinateur, hein. Donc, voilà, là on a fait la connaissance de Nicolas et on va être amené à le revoir incessamment sous peu. Nicolas, tu retrouveras, je t'enverrai le lien de la vidéo YouTube. Et Merci. puis merci beaucoup, merci à Clémence, ta traductrice partenaire. Et bonne Saint-Valentin, c'est demain, Oh hein? non, quand est-ce que c'est la Saint-Valentin? Demain. Qu'est-ce que tu as organisé, Nicolas? Du boulot. Voilà. Bon, bah écoutez, à bientôt. Alors, les copépodes. Tiens, il y a Alain qui demande, les copépodes, tu les commercialises? Oui, 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 on commercialise. On Ils sont, commercialise différents types de zooplancton et aussi des ils sont copépodes. chez Récif Atome? Et non, ça, on est très méticuleux sur ça. On fait des récoltes le jour même de l'expédition. Donc, Donc, ça veut dire que si les gens les Français, ils peuvent acheter des copépodes directement chez toi ou pas? non. On va s'organiser avec Récif Atom. Quand il va y avoir assez de flux, on va s'organiser. Mais nous, on tient vraiment beaucoup que les organismes qui sortent de chez nous, le vivant, soient à peine récoltés. Donc, s'il va y avoir la possibilité, très volontiers, je vais vous envoyer nos phytos. Là, je ne sais pas si tu vois, mais ça, c'est une souche de phyto noir. Ouais. C'est nous qui l'avons sélectionnée. Elle n'existe pas encore sur le marché et on l'adore. Et bon, Ouais, oui, on va vous expliquer. on a envie d'en boire de ton truc là. Voilà. Nicolas, je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi. À très Merci. bientôt. Et achète quand même un bouquet de fleurs à Clémence, quoi. Quand même, faut pas déconner, quoi. Ou une bouteille de phyto, j'en sais rien. Allez, ciao, à bientôt. À Merci à bientôt. toi, Link. À Salut. bientôt. Ciao, 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 ciao. À bientôt. Ciao.